Roger Mirmont n'a jamais été fait pour rassurer le cinéma. Il est arrivé à l'écran comme une matière brute, dense, sans compromis. Son terrain était le cinéma politique et social, un cinéma qui dérange, qui refuse le confort. La question marque le sommet de son parcours. Un film dur, frontal, sur la guerre d'Algérie, la torture et le silence institutionnel. Dans le rôle d'un journaliste broyé physiquement et moralement, Roger Mirmont ne cherche pas l'émotion facile. Il expose l'épuisement, le corps fatigué, le regard vidé. Sa présence rend le film inconfortable parce qu'elle empêche toute distance. La critique salue un acteur rare, capable de disparaître derrière le sens. Mais le public, lui, se détourne. Trop politique, trop sombre, trop exigeant. Roger Mirmont refuse d'alléger son jeu, refuse les rôles consensuels, refuse de plier. Peu à peu, les propositions se raréfient. Son nom quitte les affiches, puis les journaux, puis les mémoires. Il ne chute pas. Il s'efface. Sans scandale. Sans bruit. Une sortie lente, presque volontaire. Les dernières années se déroulent loin des plateaux, loin des caméras. Lorsqu'il meurt, le cinéma français continue sa route. Aucun arrêt. Aucun hommage majeur. Un acteur qui avait forcé l'écran à regarder la vérité disparaît dans le même silence qu'il avait toujours accepté. Jean Saudry est l'incarnation du visage familier sans identité publique. Tout le monde l'a vu. Presque personne ne peut le nommer. Il traverse le cinéma français en second rôle, toujours en périphérie, toujours nécessaire, jamais central. Il incarne des silhouettes rugueuses, des hommes en marge, des présences muettes qui donnent du poids aux scènes. Dans le grand blond avec une chaussure noire, il ne cherche pas à briller. Il existe. Et cela suffit à marquer. Sa carrière s'étend sur des décennies sans jamais basculer vers la reconnaissance. Pas de rôle phare. Pas de récompense. Pas de récit médiatique. Jean Saudry devient un élément de décor humain, indispensable mais interchangeable aux yeux du système. Il accepte cette place sans révolte apparente. Il travaille. Il attend. Il recommence. La lumière reste ailleurs. Avec l'âge, les rôles cessent. Personne ne le remarque vraiment. Il quitte le cinéma comme il y est resté, discrètement. Aucun retour nostalgique. Aucun portrait télévisé. Une vie simple, en dehors du bruit. À sa mort, beaucoup reconnaissent son visage, tardivement, avec une gêne silencieuse. Ils se souviennent de lui sans savoir comment il s'appelait. Un acteur qui a porté le cinéma sans jamais en porter le nom. Claude Pieplu n'a jamais eu besoin d'un visage pour exister. Sa voix suffisait. Sèche, ironique, immédiatement reconnaissable, elle est devenue une présence intime dans les foyers français. Les Shadocks ont transformé cette voix en repère culturel. Elle commentait l'absurde avec sérieux. Elle rendait le non-sens presque logique. Des générations entières ont grandi avec ce timbre sans toujours savoir à qui il appartenait. Claude Pieplu était aimé, mais rarement nommé. Il travaillait comme un artisan. Théâtre, cinéma, télévision. Toujours précis. Toujours en retrait. Dans Palace, son personnage de maître d'hôtel à la clé d'or imposait le respect par la retenue. Il faisait rire sans chercher les faits. Il ne surjouait jamais. Il ne demandait rien. Le public riait. Puis passait à autre chose. Le système ne l'a jamais couronné. Il était classé comme narrateur, comme voix, comme silhouette élégante. Pas comme vedette. Son talent était reconnu par les professionnels, mais rarement célébré à grande échelle. Avec le temps, la télévision change. Les rythmes s'accélèrent. Les voix anciennes deviennent moins sollicitées. Claude Pieplu continue de travailler, mais l'espace se rétrécit. Les invitations se font rares. Les hommages aussi. La fin de sa vie se déroule sans éclat. Pas de grande reconnaissance publique. Pas de cérémonie à la hauteur de ce qu'il avait offert à l'imaginaire collectif. Lorsqu'il disparaît, beaucoup réalisent soudain que cette voix faisait partie de leur mémoire intime. Une présence constante devenue invisible. Un homme qui avait fait rire tout un pays sans jamais être placé au centre de la lumière. Jean Sarru a connu l'exact inverse. Une exposition massive. Un succès immédiat. Les charlots envahissent les écrans avec une énergie populaire, bruyante, assumée. Humour potache. Chansons absurdes. Film à succès. Le public rit sans retenue. Jean Sarru devient un visage familier. Un symbole d'une époque légère. Le rire est collectif. La gloire aussi. Mais cette gloire appartient au groupe. Elle ne protège personne individuellement. Quand la mode change, quand le public grandit, l'humour se démode. Les films ne fonctionnent plus.
Les projets s'arrêtent. Le groupe se fissure. Puis se dissout. Chacun se retrouve seul face à un système qui n'attend plus rien de lui. Jean Sarru tente de continuer. Les propositions diminuent. Les revenus aussi. Le rire qui faisait vivre devient un souvenir. Le public passe à autre chose sans se retourner. La notoriété ne se transforme pas en sécurité. Les années avancent. Les difficultés financières s'installent. La reconnaissance disparaît. La fin de son parcours est marquée par la solitude. Peu d'apparitions. Peu de soutien médiatique. Celui qui avait accompagné l'enfance et la jeunesse de millions de spectateurs quitte la scène dans l'indifférence générale. Le rire ne protège pas de l'oubli. Il l'accélère parfois. Si ces destins vous rappellent une voix ou un visage que vous aviez presque effacé de votre mémoire, prenez un instant pour vous demander pourquoi certains artistes disparaissent pendant que leurs œuvres restent. La suite révèle d'autres parcours où la fidélité au métier n'a jamais suffi à empêcher l'effacement. Marc Dudicourt a traversé toute sa vie professionnelle sans jamais quitter le plateau. Théâtre, télévision, cinéma. Il était partout où le travail demandait de la rigueur et de la constance. Jamais une star. Toujours une présence solide. Dans les séries populaires comme dans les films policiers, il incarnait des hommes fiables, calmes, précis. Des personnages qui tenaient l'histoire debout pendant que d'autres récoltaient la lumière. Son jeu était direct, sans artifice. Pas de tic. Pas d'effet. Une voix posée. Un regard attentif. Les réalisateurs savaient qu'ils pouvaient compter sur lui. Le public le reconnaissait immédiatement, sans toujours savoir dire son nom. Il apparaissait, la scène gagnait en crédibilité. Il disparaissait, le récit continuait sans jamais se souvenir de lui. Marc Dudicourt n'a jamais quitté le métier par dépit. Il a continué jusqu'au bout. Même quand les rôles se sont faits plus rares. Même quand la télévision a changé de rythme et de visage. Il acceptait ce qui venait. Il servait le texte. Il respectait le cadre. Cette fidélité n'a jamais été récompensée par une reconnaissance publique durable. Pas de portrait rétrospectif. Pas de grand hommage médiatique. La fin de sa vie s'est déroulée dans la continuité de sa carrière. Discrète. Digne. Sans plainte. Lorsqu'il s'éteint, la nouvelle passe presque inaperçue. Quelques lignes. Quelques souvenirs professionnels. Puis le silence. Un acteur qui avait consacré toute son existence à faire exister les histoires des autres quitte la scène sans que le système s'arrête une seconde. Bernard Lavalette appartenait à une autre famille. Celle du rire. Une silhouette immédiatement identifiable. Une voix chaleureuse. Une présence rassurante dans les comédies populaires. Il faisait partie de ces acteurs que l'on associait à des moments légers, à des scènes familières, à des films revus à la télévision sans y penser. Le public riait avec lui. Rarement pour lui. Sa carrière fut longue. Riche. Remplie de rôles secondaires marquants. Ministre maladroit, notable ridicule, figure bonhomme. Il savait trouver le ton juste sans jamais voler la scène. Le rire venait naturellement. Le public l'acceptait comme une évidence. Mais cette évidence l'a aussi enfermé. On attendait de lui une fonction. Pas une trajectoire. Avec le temps, les propositions diminuent. Les comédies changent de rythme. Les visages se renouvellent. Bernard Lavalette reste associé à une époque. Une nostalgie. Il n'est plus convoqué pour créer du nouveau. Il devient un souvenir vivant. Puis un souvenir lointain. La fin de sa vie se déroule loin des plateaux. Simplement. Sans reconnaissance tardive. Sans relecture publique de ce qu'il avait apporté. Le public se souvient de ses personnages. Rarement de l'homme. Le rire reste. Le nom s'efface. Ces parcours posent une question silencieuse sur la place réelle accordée à ceux qui soutiennent tout un édifice sans jamais en occuper le sommet. La suite plonge dans des destins où un seul rôle a suffi à enfermer une carrière entière. Roger Carrel a traversé la culture populaire sans jamais imposer son visage. Sa voix a tout fait à sa place. Astérix, des figures de la saga galactique, un ourson rassurant pour l'enfance. Des personnages immortels, répétés, transmis, mémorisés. La voix entrait dans les foyers, s'installait dans la mémoire collective, devenait familière, presque intime. Mais l'homme restait en retrait. Discret. Effacé. Roger Carrel n'a jamais cherché la lumière. Il travaillait dans l'ombre, avec une précision d'orfèvre. Chaque intonation était pensée. Chaque souffle avait une fonction. Il donnait une âme à des figures animées, sans jamais réclamer de reconnaissance personnelle. Le public aimait ce qu'il entendait sans se demander qui parlait. La célébrité appartenait au personnage. Jamais à lui. Avec le temps,
Cette association devient une prison douce. Le système le voit comme une voix avant de le voir comme un acteur. Les propositions se répètent. Le registre se fige. La voix reste sollicitée. Le corps disparaît. Roger Carrel devient un outil parfait, mais interchangeable dans l'imaginaire collectif. Son existence publique se réduit à un timbre. Les années passent. Les hommages restent timides. Le public continue de citer Astérix, de reconnaître une intonation, sans relier cela à un parcours humain. La fin de sa vie se déroule dans la même discrétion que toute sa carrière. Pas de mise en avant tardive. Pas de réparation symbolique. Un homme qui a donné une voix à plusieurs générations quitte la scène sans jamais avoir été regardé pour lui-même. Jean-Marc Thibault incarne une autre forme d'enfermement. Le visage rassurant de la télévision familiale. Le père. Le mari. L'homme posé. Pendant des années, il devient un repère pour les foyers. Une figure stable. Prévisible. Acceptable. Le public l'accueille comme on accueille une habitude. Ce succès est immédiat mais étroit. L'image se fixe. Jean-Marc Thibault n'est plus perçu comme un acteur capable de mutation, mais comme un symbole domestique. Les rôles proposés confirment ce cadre. Toujours la même fonction. Toujours le même ton. Il ne peut pas vieillir autrement que dans cette image. Il ne peut pas se transformer sans troubler le public. Quand la télévision évolue, quand les récits changent, cette figure devient encombrante. Trop associée à une époque. Trop reconnaissable. Les nouvelles générations ne l'identifient plus. Les anciennes ne le redemandent pas. Il se retrouve suspendu entre deux mondes. Ni actuel. Ni réhabilité. La suite de sa carrière s'amenuise. Les apparitions deviennent rares. Les propositions manquent d'audace. L'image familiale qui l'a rendu célèbre devient un frein. Jean-Marc Thibault disparaît progressivement des écrans sans rupture, sans annonce, sans explication. Ces deux trajectoires racontent la même chose. Un rôle peut ouvrir une porte. Il peut aussi la refermer pour toujours. Une voix aimée peut effacer un visage. Une image rassurante peut empêcher toute évolution. Certains spectateurs se rendront compte ici qu'ils ont grandi avec ces figures sans jamais vraiment les connaître. La prochaine partie explore ceux dont la fragilité intérieure a transformé la reconnaissance en fardeau. Christine Pascal portait une sensibilité à vif. Chaque rôle semblait traverser son corps avant d'atteindre l'écran. Elle jouait avec une intensité intérieure qui laissait peu de distance entre la fiction et elle-même. Très tôt reconnue pour sa finesse psychologique, elle avançait pourtant avec une fragilité constante. Le succès ne l'a jamais protégée. Il a parfois accentué l'isolement. Derrière les tournages et les applaudissements, la solitude s'installait. Les périodes de doute devenaient longues. Le silence pesait. Son parcours est marqué par une lutte intime persistante. La dépression ne se montrait pas. Elle travaillait. Elle créait. Elle avançait malgré tout. Mais l'équilibre restait précaire. Le regard public ne voyait que l'artiste. Il ignorait l'épuisement intérieur. Les années passaient avec cette tension invisible entre reconnaissance et souffrance. Les proches parlaient d'une grande délicatesse émotionnelle, difficile à porter dans un milieu exigeant. La fin de sa vie survient dans un contexte de grande vulnérabilité psychique. Le cinéma perd une voix singulière, sans avoir vraiment compris ce qu'elle endurait. Son nom reste associé à des œuvres marquantes, mais son histoire rappelle que la lucidité artistique peut devenir un poids. La lumière n'a pas apaisé la douleur. Elle l'a parfois rendue plus aiguë. Patrice Chéreau avançait sur un autre terrain, tout aussi exigeant. Son art était frontal. Tense. Inconfortable. Théâtre et cinéma étaient pour lui des espaces de tension, de passion et de vérité brute. Il refusait la facilité. Il cherchait l'intensité. Le public admirait parfois. Il résistait souvent. Les critiques saluaient une œuvre profonde. L'adhésion populaire restait limitée. Chéreau n'a jamais cherché à plaire. Il explorait les zones sombres de l'âme, les conflits intimes, les corps et les mots poussés à leurs limites. Cette exigence forge une réputation de créateur majeur, mais aussi d'artiste difficile d'accès. Ses projets demandaient un engagement que tout le monde n'acceptait pas. Il était respecté. Rarement aimé par le plus grand nombre. La reconnaissance institutionnelle n'efface pas la solitude créative. Porteur une vision sans compromis isole. Chaque nouvelle œuvre devenait un combat. Le succès n'était jamais acquis. La fatigue s'accumulait. La fragilité n'était pas celle de l'effondrement, mais celle d'une tension continue entre désir de dire et incompréhension. Ces deux trajectoires montrent une même réalité. La célébrité n'éteint pas les blessures intérieures. Elle peut les rendre plus silencieuses.
Certains artistes paient le prix de leur lucidité, d'autres de leur sensibilité. Si ces parcours résonnent avec votre propre manière de regarder les artistes, prenez un instant pour réfléchir à ce que la reconnaissance laisse dans l'ombre. La partie suivante s'intéresse à ceux dont une notoriété précoce a transformé la promesse en fardeau durable. Christine Pascal avançait avec une hypersensibilité permanente. Chaque rôle la traversait profondément. Elle ne jouait pas à distance. Elle absorbait les émotions, les tensions, les silences. Cette intensité faisait sa force artistique, mais fragilisait son équilibre intérieur. Très tôt reconnue pour la finesse de son jeu et son intelligence psychologique, elle restait pourtant seule face à ses propres tourments. La reconnaissance publique ne calmait rien. Elle accentuait parfois le sentiment de décalage. La dépression s'installait par cycles longs et épuisants. Invisible pour le public. Difficile à nommer pour l'entourage. Christine Pascal continuait à travailler, à écrire, à réaliser, à chercher un sens à travers l'art. Mais cette quête demandait une énergie immense. Le milieu du cinéma valorisait la performance, rarement la fragilité. Les plateaux s'illuminaient. Les nuits restaient lourdes. Sa trajectoire est marquée par une lutte intime constante. Une tension entre lucidité et épuisement. Elle comprenait trop bien le monde qu'elle observait. Cette clairvoyance devenait parfois une charge impossible à porter. La fin de sa vie survient dans un contexte de grande vulnérabilité psychique. Le cinéma perd une artiste singulière sans avoir réellement mesuré le combat silencieux qu'elle menait depuis des années. Son nom reste associé à des œuvres fortes, mais son histoire rappelle que la sensibilité extrême peut devenir un territoire dangereux quand elle reste sans refuge. Patrice Chéreau évoluait sur un autre registre, mais affrontait une solitude comparable. Son art était dense, frontal, exigeant. Il cherchait la vérité là où elle dérange. Théâtre et cinéma étaient pour lui des espaces de confrontation, pas de consolation. Il refusait toute simplification. Chaque œuvre explorait les conflits intérieurs, la violence des relations, la complexité des corps et des désirs. Cette exigence lui valait une immense admiration critique. Une reconnaissance institutionnelle solide. Mais l'adhésion populaire restait limitée. Ses créations demandaient un engagement émotionnel que tout le monde n'acceptait pas. Patrice Chéreau était respecté, parfois craint, rarement célébré par le grand public. Il avançait avec une vision claire, sans chercher à être accessible. Porteur, une telle exigence artistique isole. Chaque nouveau projet devenait un combat contre les attentes, les compromis, la fatigue accumulée. Le succès n'était jamais confortable. La reconnaissance ne se transformait pas en apaisement. Elle renforçait la pression de rester fidèle à soi-même. Sa fragilité n'était pas spectaculaire. Elle se logeait dans l'usure lente d'un créateur toujours en tension. Ces deux parcours révèlent une vérité commune. La lumière n'efface pas les failles intérieures. Elle peut même les rendre plus silencieuses. Certains artistes paient le prix de leur lucidité. D'autres de leur sensibilité. Le public applaudit l'œuvre, rarement l'effort invisible qui la rend possible. Peut-être que ces histoires vous font repenser à la manière dont vous regardez ceux qui créent sans jamais se protéger eux-mêmes. La suite s'attarde sur des destins où une célébrité arrivée trop tôt a transformé la promesse en piège durable. Maria Schneider est devenue célèbre avant d'avoir le temps de se construire. Un seul film a suffi. Une exposition mondiale immédiate. Une image figée à jamais. Le succès arrive trop vite, trop fort, sans protection. Son rôle dans Le Dernier Tango à Paris la projette au centre du regard public, mais ce regard ne distingue plus la personne du personnage. Elle devient un symbole avant d'être reconnue comme une actrice à part entière. L'expérience laisse une trace profonde. Une blessure intérieure durable. Le cinéma continue d'avancer, mais elle reste enfermée dans ce souvenir imposé. Les propositions qui suivent sont filtrées par cette image unique. Les réalisateurs hésitent. Les rôles se répètent ou s'évitent. Elle tente de reprendre le contrôle de sa trajectoire, de choisir autrement, de s'éloigner de ce qui l'a rendue célèbre. Mais la mémoire collective est tenace. La pression médiatique, la réduction à une seule œuvre, le manque de reconnaissance pour le reste de son travail crée un isolement progressif. Maria Schneider cherche à exister hors de ce cadre. Elle parle de liberté, de respect, de dignité artistique. Le public écoute peu. Le cinéma avance sans elle. Les années passent avec ce sentiment d'être prisonnière d'un passé qu'elle n'a pas choisi de porter seule. Sa vie devient une tentative constante de se détacher d'un rôle devenu plus lourd que sa propre identité. Patrick Dewaere suit un chemin différent, mais tout aussi brûlant. Le talent éclate très tôt. Une présence magnétique. Une intensité rare. Il incarne une génération, une énergie,
Une colère sourde. Le public le reconnaît immédiatement comme un acteur hors norme. Le succès est rapide. Les attentes aussi. Chaque nouveau rôle est comparé au précédent. Chaque apparition est scrutée. Cette intensité artistique ne connaît pas de pause. Patrick Dewaere vit à la même vitesse que son jeu. Tout est excessif. Les émotions. Less relations. Les déceptions. Le cinéma lui offre une reconnaissance immense, mais instable. Les projets fluctuent. Les refus blessent. Les critiques marquent profondément. Derrière l'image du comédien incandescent, la fragilité grandit. Le milieu n'offre pas de refuge. La pression s'accumule. Le sentiment d'incompréhension s'installe. Patrick Dewaere donne tout à son art, mais reçoit peu de stabilité en retour. Les conflits intérieurs prennent de plus en plus de place. La fatigue devient constante. L'élan créatif se heurte à une douleur intime difficile à apaiser. Sa trajectoire s'interrompt brutalement, laissant derrière elle une impression de manque. Un talent immense consumé trop vite. Une œuvre courte mais marquante. Le cinéma français perd un acteur capable de tout incarner, sans avoir su lui offrir le temps et la protection nécessaires pour durer. Ces deux parcours racontent la même fracture. La célébrité précoce peut déformer une identité encore fragile. Elle expose avant de consolider. Elle enferme avant de laisser respirer. Certains artistes deviennent célèbres avant de devenir solides. Le prix à payer reste invisible jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Peut-être que ces histoires vous font réfléchir à la manière dont le succès façonne ou brise ceux qui y sont confrontés trop tôt. La prochaine partie révèle des destins où le poids de l'histoire et du jugement collectif a effacé des carrières entières. Corinne Lucher incarne une ascension brisée par l'histoire. Très jeune, elle devient une promesse éclatante du cinéma français. Le public l'adopte. La presse la célèbre. Son visage symbolise une élégance moderne et une fraîcheur rare. Puis la guerre arrive. Et avec elle, un jugement qui ne laisse aucune place à la nuance. Les actes reprochés à son père retombent sur elle. La condamnation est collective. Immédiate. Définitive. Sa carrière s'effondre sans appel. Les portes se ferment. Les plateaux disparaissent. La société ne distingue plus l'artiste de l'héritage familial. Corinne Lucher est exclue avant même d'avoir pu se défendre par le travail. L'après-guerre ne lui offre aucun pardon. Le cinéma se reconstruit sans elle. La mémoire publique la fige dans une faute qui n'est pas la sienne. Les années suivantes sont marquées par l'isolement et la maladie. La précarité s'installe. La reconnaissance d'hier ne protège plus de rien. Le corps s'affaiblit. L'oubli s'installe. Elle meurt jeune, loin de la lumière, dans une indifférence presque totale. Le destin d'une étoile sacrifiée sur l'autel d'une morale collective inflexible. Arletty connaît d'une autre forme de chute. Elle a déjà tout connu. La gloire. L'admiration. Le statut d'icône. Sa voix, son allure, sa liberté de ton la place au sommet du cinéma français. Puis vient la guerre, et avec elle un choix intime qui devient une faute publique. Sa relation avec un officier ennemi déclenche une condamnation brutale. La société réclame des coupables. Arletty devient un symbole à abattre. Elle est jugée, incarcérée, exclue. Sa carrière est brisée non par manque de talent, mais par une morale nationale blessée. Elle ne renie rien. Elle assume. Cette posture lui coûte tout. Le cinéma se détourne. Les rôles disparaissent. Le public se divise entre fascination et rejet. Les années passent. Arletty reste en marge. Présente dans les mémoires, absente des écrans. Elle vit dans une forme d'exil intérieur, enfermée dans une réputation devenue plus forte que son œuvre. Son nom traverse le temps accompagné d'un malaise persistant. Ni totalement effacé, ni réellement réhabilité. Ces deux trajectoires montrent comment l'histoire écrase sans distinction. Comment la morale collective choisit ses figures à sacrifier. Le talent ne protège pas. La gloire non plus. Il suffit parfois d'un contexte, d'un lien, d'un choix intime pour être effacé durablement. Peut-être que ces destins vous amènent à vous demander où commence la responsabilité individuelle et où s'arrête le jugement de la foule. La partie suivante explore des vies détruites non par la société, mais par des drames familiaux impossibles à surmonter. Bernadette Lafont a continué à avancer après la perte de sa fille, mais plus rien n'a jamais été identique. La douleur intime s'est installée comme un poids constant, silencieux, impossible à partager pleinement. Le public la voyait encore comme une figure libre, moderne, issue de la nouvelle vague. Derrière cette image, une mère tentait de survivre à l'absence. Le travail devenait un refuge, mais aussi une fatigue supplémentaire.
Chaque tournage rappelait ce qui manquait. Elle n'a jamais transformé sa peine en discours public. Elle a choisi la retenue. La dignité. Cette discrétion a renforcé l'isolement. Avec le temps, les propositions se sont faites plus rares. Le cinéma changeait. Les générations passaient. Bernadette Lafont vieillissait hors du centre de l'attention, portant une douleur que rien ne réparait. La solitude s'est installée progressivement, accentuée par le sentiment d'être devenue un souvenir plus qu'une présence. La fin de sa vie se déroule sans éclat. Elle reste respectée, mais distante du cœur du système. L'histoire retient ses rôles, rarement la femme marquée par un drame irréversible. Son parcours rappelle que le talent et la reconnaissance ne protègent pas contre la perte la plus fondamentale. Le deuil ne connaît pas de hiérarchie. Il traverse tout, même les figures les plus lumineuses. Pauline Lafont représentait l'élan inverse. La jeunesse. La promesse. Une présence à l'écran à la fois fragile et intense. Très tôt, elle capte l'attention par une sensibilité rare. Le public découvre une actrice capable d'émouvoir sans excès, d'exister sans artifice. Les regards se tournent vers elle. L'avenir semble ouvert. Mais cette ascension est brutalement interrompue. Une disparition soudaine met fin à une trajectoire à peine commencée. Le cinéma perd une actrice avant d'avoir pu la mesurer pleinement. Pauline Lafont devient une image figée dans le temps. Celle d'un talent interrompu. D'une promesse non accomplie. Sa disparition laisse un vide profond, autant artistique que personnel. Pour sa mère, la perte est totale. Pour le public, elle devient une figure presque mythique, associée à ce qui aurait pu être. Les années passent, mais cette absence reste vive. La mémoire collective conserve son visage, détaché de toute évolution possible. Ces deux destins se répondent douloureusement. Une mère et une fille liées par l'art, séparées par un drame qui dépasse toute carrière. La famille devient ici le lieu de la blessure irréparable. Le cinéma n'a aucun remède face à une telle fracture. Peut-être que ces histoires vous poussent à réfléchir à la manière dont la douleur intime façonne ou détruit les trajectoires publiques. La prochaine partie s'intéresse à des vies brisées non par l'émotion, mais par l'usure du corps et la disparition progressive de la capacité de créer. Mouss Diouf a longtemps été associée à une présence chaleureuse et rassurante. Le public reconnaissait immédiatement son sourire, sa voix, son énergie bienveillante. Il incarnait des personnages proches, humains, accessibles. La télévision lui offrait une place stable. Le public l'aimait. Mais cette visibilité reposait sur un équilibre fragile. La maladie survient brutalement. Le corps lâche sans prévenir. Les conséquences sont immédiates. La parole se fait plus difficile. Les gestes deviennent incertains. Le rythme de travail s'interrompt. Le système audiovisuel, rapide et exigeant, ne s'adapte pas à la lenteur imposée par la convalescence. Les projets cessent. Les sollicitations diminuent. Puis disparaissent. Mouss Diouf se retrouve soudain hors champ. Non par manque de talent, mais parce que son corps ne répond plus aux attentes de la production. Le public entend parler de lui, puis n'entend plus rien. La popularité ne se transforme pas en protection durable. Le soutien existe, mais il est symbolique. La réalité quotidienne devient plus lourde. La maladie redéfinit toute l'existence. La fin de son parcours est marquée par cette absence progressive. Il reste aimé, mais invisible. Le cinéma et la télévision continuent sans attendre son retour. Un acteur populaire se retrouve isolé, confronté à une fragilité physique qui efface des années de présence médiatique. La maladie ne fait pas de distinction entre une carrière reconnue et l'anonymat. Marie Dubois incarne une autre forme de retrait. Une actrice au parcours riche, traversant la nouvelle vague, le cinéma populaire et le cinéma d'auteur. Son visage est associé à une modernité audacieuse. Très tôt, pourtant, la maladie s'installe. Lentement, silencieusement. La sclérose en plaques modifie progressivement son rapport au travail. Les tournages deviennent plus éprouvants. Les contraintes physiques s'accumulent. Marie Dubois choisit de s'éloigner sans bruit. Pas de déclaration. Pas de mise en scène. Un retrait digne, presque invisible. Le public continue de revoir ses films sans toujours savoir pourquoi elle a disparu des écrans. Le silence entoure cette absence. Elle vit à l'écart, loin du rythme imposé par l'industrie. La reconnaissance demeure, mais figée dans le passé. La maladie impose une autre temporalité, incompatible avec celle du cinéma. Ces deux trajectoires rappellent une réalité souvent ignorée. Le corps est l'outil premier de l'artiste. Quand il se fragilise, la carrière vacille. Le système avance sans ralentir. Les visages s'effacent dès qu'ils ne peuvent plus apparaître.
Peut-être que ces histoires vous amènent à repenser la manière dont l'industrie accompagne ceux qui tombent malades. La dernière partie s'attarde sur des disparitions qui ont brutalement rappelé la fragilité de toute reconnaissance publique. Annie Girardot a connu l'amour du public avant d'en subir l'éloignement. Actrice majeure, présence intense, elle a porté des personnages puissants qui ont marqué durablement le cinéma. Puis la maladie s'est installée. Lentement, silencieusement. La mémoire s'est fragmentée. Les repères se sont effacés. L'industrie a continué sans elle. Les rôles se sont arrêtés. Les invitations ont disparu. Le public, habitué à la voir forte et lumineuse, ne l'a plus reconnue. La maladie a transformé la célébrité en isolement. Annie Girardot est devenue absente avant même de disparaître. Elle vivait, mais hors du regard collectif. Les hommages sont arrivés tard. Souvent trop tard. Ce n'est qu'au moment de sa disparition que beaucoup ont redécouvert l'ampleur de son talent et la solitude de ces dernières années. La reconnaissance est revenue comme un regret. Le cinéma a regardé en arrière, une fois que tout était terminé. Son parcours rappelle une vérité dure. La mémoire du public est fragile. Elle se détache vite de ceux qui ne peuvent plus apparaître. La grandeur artistique ne protège pas contre l'effacement progressif. La maladie rend invisible. La mort réactive le souvenir. Marie Trintignant appartenait à une autre génération, mais a connu une fin tout aussi brutale. Actrice reconnue, engagée, respectée, elle avançait avec une intensité intérieure rare. Sa carrière était solide. Son avenir semblait ouvert. Puis un drame intime survient, loin des plateaux. La violence s'impose dans l'espace privé et envahit immédiatement l'espace public. Sa disparition provoque un choc national. Le cinéma s'arrête. Les débats explosent. L'affaire dépasse l'art pour toucher à des questions profondes de responsabilité, de silence et de regard collectif. Marie Trintignant n'est plus seulement une actrice. Elle devient un symbole malgré elle. Son œuvre est relue à travers le prisme de la tragédie. Le public regarde alors ce qu'il n'avait pas pris le temps de regarder avant. Les rôles, la sensibilité, la trajectoire interrompue. La mort devient le moment où l'attention se concentre enfin. Trop tard pour réparer. Trop tard pour protéger. Le cinéma perd une voix singulière dans un fracas qui dépasse largement l'écran. Ces deux destins se rejoignent dans une même réalité. La reconnaissance arrive souvent au moment où elle ne sert plus à rien. La disparition force le regard. Elle impose le silence, puis la mémoire. Peut-être que ces histoires vous donnent envie de partager quels souvenirs précis vous gardez de ces artistes avant que le bruit ne recouvre tout. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, revenir sur les parties précédentes permet de comprendre comment l'oubli s'installe bien avant le dernier jour.